Monsieur le préfet, madame, monsieur les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, messieurs les anciens présidents de la communauté de communes, ça n'a pas l'air de... C'est bon là? C'est un peu une fois sur deux. Mesdames et messieurs les membres du personnel, messieurs les partenaires, les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs, chers amis. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence toujours aussi nombreuse, comme on est à cette désormais traditionnelle cérémonie des vœux de la communauté du Pays Piémont Sud. Je remercie très sincèrement Monsieur le Préfet qui nous fait l'honneur d'être parmi nous pour cette occasion. Ce n'est pas un secret de dire que vous avez des attaches personnelles dans l'une des communes de notre territoire. Et je ne doute pas que votre présence ce soir témoigne plus, si je puis me permettre, de l'attention toute particulière que vous portez aux politiques menées par notre intercommunalité. Et en cela aussi, je vous en suis sincèrement et réellement reconnaissant. Je salue aussi la présence de nos partenaires contractuels, et puis, pourquoi ne pas le dire, celle de plus en plus nombreuses de chefs d'entreprise et autres acteurs économiques, ce qui en soi, quelque part, reflète, et j'en suis particulièrement heureux, la reconnaissance de notre collectivité dans son rôle de développeur et d'animateur économique. Avant tout, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2019 et surtout une excellente santé, sans laquelle, inutile de le rappeler, tout devient compliqué, pour ne pas dire que tout devient impossible. Je tiens aussi à remercier la municipalité du Guilvinec pour avoir accepté de nous mettre cette salle à disposition. C'est vrai que depuis le début de ce automne, nous nous efforçons de faire en sorte que la cérémonie des vœux puisse voyager, si j'ose dire, dans les différentes communes qui composent notre communauté de communes. Et puis, pourquoi ne pas l'avouer, Jean-Luc, j'ai souhaité quelque part, pour des raisons qui tiennent essentiellement du symbole, que cette année, ça se passe au Guilvinec. J'y reviendrai dans un instant, mais je veux tout de suite te rassurer, il n'y a aucune intention maligne de ma part derrière tout ça. Mes chers amis, vous vous souvenez certainement que dans mes propos introductifs des vœux de l'an dernier, j'avais évoqué, je me cite, la possible, éventuelle, probable création du pôle métropolitain capérois. Dans ces mêmes propos introductifs, vous vous en souvenez aussi certainement, je réitérais mon regret de la non-fusion du Pays Piémont Sud avec le Haut-Piémont. Je salue là son président qui est présent parmi nous. Je ne vais pas m'étendre sur ces deux sujets, car comme moi, vous connaissez bien, trop bien, la sinuosité des chemins à parcourir pour arriver au but, pour arriver à l'objectif que l'on s'est tenté de se fixer. Et surtout, quand on arrive dans la dernière ligne droite, si vous m'autorisez cette vue d'esprit. Sur le pôle, je veux juste regretter la décision du report. Alors qu'un compromis, certes dit de démarrage, avait été trouvé avec l'ensemble des partenaires présents dans le tour de table des discussions. Discussions entamées, je le rappelle, il y a maintenant plus d'un an. Bref, ça ne s'est pas fait. Le chantier sera donc remis sur l'ouvrage pour après les échéances électorales de 2020, sauf revirement de dernière minute, car comme qui dirait, on n'est jamais à l'abri d'un quelconque revirement. Mais dans le cas présent, même Madame Soleil aurait révélé ses limites à lire dans la boule de cristal. Et je maintiens mes propos, nous avons une réunion ce matin, nous sommes dans cette façon de faire, c'est-à-dire le report, mais il peut y encore avoir des revirements. Quant à la fusion avec nos collègues du Haut, j'ai, comme qui dirait, fait une croix dessus, du moins jusqu'à
la fin de ce mandat. Comme je l'ai déjà dit, le plan de charge de travail de notre collectivité du Sud est suffisamment conséquent pour que nous ayons de quoi nous occuper très largement. En fait, quand même, je dis que c'est dommage, car et nous le constatons sur un certain nombre de sujets. Nous sommes de plus en plus amenés à coopérer, voire à mutualiser. Certes, que ce soit pour le pôle métropolitain ou la fusion d'Interco, comme sur d'autres sujets, on peut toujours se dire que l'on n'est pas prêt et que donc on peut attendre après les nouvelles élections pour y aller, comme on dit. J'entends bien, mais quelque part, au mieux, c'est un peu se passer soi-même le relais dans le temps, en espérant encore faire partie de l'aventure. Au pire, c'est voir ses convictions, ou tout simplement le travail déjà effectué, remis en question, soit par des équipes nouvelles, soit tout simplement en étant rattrapé par les évolutions de la loi en matière d'organisation territoriale. Je sais que on nous a annoncé une pause dans le calendrier des réformes. En plus, ce grand débat national oblige, mais quand même, soyons lucides, il n'y a jamais rien en soi qui soit figé. Moi, je parle du principe, et je sais que beaucoup d'entre vous partagent aussi cette idée. Les choix que nous sommes amenés à faire relèvent, certes, de notre responsabilité. Responsabilité, faut-il le rappeler, au passage, voulue par la légitimité du mandat qui nous a été confié, mais aussi et surtout, et je pense que c'est là l'essentiel, sur le socle de la confiance. La confiance dans la validité des projets, évidemment, mais aussi celle plus importante à mes yeux, la confiance mutuelle et collective. Cette confiance mutuelle, non, ça ne fait pas. Cette confiance mutuelle n'est pas incompatible avec la diversité des opinions. J'allais dire heureusement. Non, au contraire, et je ne cesse de le répéter, elle nous sert tout simplement, à notre échelle, à construire, à avancer pour notre territoire et pour nos concitoyens. D'ailleurs, ne nous voilons pas la face. Mieux vaut se situer dans cet état d'esprit. Nous ne sommes que de passage. Un passage aux affaires plus ou moins long. C'est selon. Mais au moins, essayons. Essayons ensemble de marquer positivement et significativement ce passage. Si je vous dis ça, et je le fais essentiellement à l'intention de mes collègues élus, c'est parce que nous entrons dans une période dite préélectorale. Et comme on sait, avant que de devenir élu communautaire, il faut être déjà investi à l'échelle de nos communes. Je vous sais assez intelligent pour me comprendre entre les lignes. Ceci étant dit, le message que je veux faire passer, c'est qu'il nous reste un peu plus d'un an pour continuer à avancer ensemble sur les dossiers que nous avons engagés, mais aussi à préparer l'avenir, que nous soyons ou pas aux affaires. Une des grandes satisfactions que je retire de l'année qui vient de s'écouler, c'est que dans le cadre de la préparation de notre DOB, d'orientation budgétaire, nous avons réussi à élaborer ensemble une feuille de route, au travers notamment un plan pluriannuel d'investissement. Un travail collectif entre les élus et les services, un travail sérieux, construit et partagé et aussi salué par tous. Et du coup, un bel exemple d'appropriation des enjeux qui sont les nôtres.
Un travail d'ailleurs que nous reprendrons dans quelques jours dans le cadre de la préparation du DOP 2019. Parallèlement à ce travail, nous avons lancé il y a quelques semaines une démarche d'élaboration d'un pacte financier à l'échelle de notre territoire communautaire. Une démarche prenant en compte les situations financières de la communauté elle-même, mais aussi des communes, ainsi que les projets à dimension territoriale portés par les uns et les autres. Là aussi, un exercice dont le but principal est d'avoir une vision consolidée de notre capacité collective à exercer pleinement nos missions, mais aussi à rechercher de nouvelles pistes de mutualisation, ainsi qu'à bien appréhender dans le temps nos politiques d'investissement. Ce qui, dit plus simplement, constitue la base de ce qu'on définit communément comme un projet de territoire. C'est vrai que ça nous l'est quelquefois reproché. Nous ne disposons pas encore d'un projet de territoire vu sous cet angle théorique. Mais ce que l'on ne peut pas nous opposer, c'est que nous sommes avant tout un territoire de projet. Et comme nous l'avons entendu dans les propos du président de la DCF lors du dernier congrès national à Deauville, en termes de sémantique, cela peut avoir plus de sens. Mais bon, quoi qu'il en soit, nous écrirons ensemble un projet de territoire, d'autant plus que nous possédons déjà l'essentiel de la matière première. L'année 2018 aura aussi été marquée par 2 prises de compétences. L'une dès le 1er janvier, car imposée par la loi. Je veux bien sûr parler de la GEMAPI. Nous avons eu maintes fois l'occasion d'évoquer cette thématique. Aussi, je n'y reviendrai pas en détail. Simplement, vous dire pour le coup que là, il s'agit d'un enjeu sensible et incontournable de notre territoire, particulièrement pour tout ce qui touche au risque de submersion marine. Ce n'est pas, monsieur le préfet, qui me contredira, c'est une véritable préoccupation pour l'avenir. Une préoccupation que nous avons évidemment prise en compte et sur laquelle nous travaillons en très bonne intelligence avec nos collègues du Pays Nantais et le Concarneau, mais aussi avec les services de l'État, et ce afin d'identifier et de hiérarchiser les opérations à mener en matière de sécurisation des personnes et des biens. Je ne compte pas le nombre de réunions sur le sujet, mais Éric ne me contredira pas, c'est un mal nécessaire. Et même si dans la mise en route, ça peut paraître trop long, sachant que des situations d'urgence, je regarde ma collègue de Tréfégat par exemple, des situations d'urgence existent et qu'il nous faut y répondre, et ce, malheureusement, quasiment sur nos propres moyens, qui forcément sont loin d'être à la hauteur des besoins. La deuxième prise de compétence a été celle de l'assainissement, et ce, j'ai presque envie de dire, grâce au travail titanesque mené en 2017 par les élus et par les services. Et en cela, ce travail ne peut être contesté. 2018 aura permis, dans un premier temps, de structurer le service, de s'approprier la réalité de terrain, puis de travailler à la nécessaire globalisation budgétaire, mais aussi, comme l'obligent les textes, à projeter une harmonisation territoriale des tarifs, ce que nous avons adopté à la majorité lors de notre dernier conseil communautaire. En ce début d'année, et toujours en parlant d'assainissement, nous allons, dans les jours qui viennent, définir collectivement le programme d'investissement pour 2019, bien évidemment. Pour clore sur le sujet, je voudrais vous redire que je suis convaincu que nous ne regretterons pas d'avoir anticipé à 2018 l'intégration de cette compétence, en espérant bien sûr qu'à ce titre,
la future loi de finances nous soit favorable, pour ne pas dire reconnaissante. Mais comme dirait le sage de service, ce qui est fait n'est plus à faire. Et une fois n'est pas coutume, je veux saluer le courage et la persévérance de notre vice-président, Ronan, en charge de ce dossier, et le remercier sincèrement pour son implication. Le mot est faible. Il ne vous aura pas échappé que sur la carte des vœux, j'ai souhaité placer l'année 2019 sous le signe de la solidarité. Solidarité dans toutes ses acceptions, et pas seulement sur les volets portés par la commission idoine, cela va de soi. Le dossier de l'assainissement a laissé transparaître quelques fissures dans ce nécessaire béton intellectuel que représente la solidarité entre nos communes, mais aussi et surtout celle entre les habitants d'un même territoire. La solidarité, ce n'est pas une variable d'ajustement. Un coup on est pour parce que ça nous arrange, un coup on est contre parce que ça nous dessert. Non, la solidarité, c'est un tout. Un exemple. Quand Tréméoc vote le principe, c'est du son maire, quand Tréméoc vote le principe de la taxe Gemapi, alors qu'il n'y a pas un centimètre, chacun sait, un centimètre de côte, c'est que Tréméoc se souvient qu'en son temps, la communauté de communes a joué un rôle décisif en l'accompagnant dans le maintien de son dernier commerce, avec tout ce que cela a généré de positif par la suite. Voilà, j'avais juste envie de vous le dire car j'en avais besoin. Il est bon, quelquefois, de rappeler que je demeure fidèle à mes convictions premières. Convictions premières et sont fondatrices de mon engagement dans l'action publique. Pour en revenir à ce qu'il faut également retenir de 2018, je citerai le bilan à mi-parcours de notre programme local de l'habitat. Vincent étant là, je le remercie. Programme local de l'habitat, lequel a démontré, s'il en était besoin, la performance du dispositif, avec l'atteinte des objectifs dans leur grande majorité et les actions qui étaient fléchées. Les quelques ajustements que nous y avons apportés pour la durée restante s'inscrivent dans la même dynamique en faveur de l'offre de logements sociaux. Celui-là, il y a un partenaire Ministère Habitat présent, de la primo-accession, de la réhabilitation énergétique de l'habitat, avec les frais économiques indiscutables qui en découlent et qui profitent largement à nos entreprises artisanales locales. En 2018, nous avons renforcé le service du droit des sols pour répondre notamment à la convention de mutualisation que nous avons actée avec le Haut Pays Bigouda. L'occasion pour moi de rappeler qu'avec le service, nous avons depuis un peu plus d'un an mené un gros travail participatif avec l'ensemble des communes pour une possible, éventuelle, probable, future prise de la compétence dite PLUI avant la fin de ce mandat. Nous avons notamment travaillé sur une charte de gouvernance avec ce souci impératif que celle-ci puisse garantir aux communes concernées que les PLU qu'elles viennent d'adopter ne soient pas remises en cause, ou encore, pour celles qui sont en révision, que leur faculté de décision en la matière soit totalement assurée. J'ose espérer que les quelques réticences qui persistent chez certains de mes collègues puissent être levées. En tous les cas, je m'y emploierai personnellement, et ce, à toutes fins utiles. 2018 aura vu aussi la montée en charge du travail de notre commission Solidarité et des services associés. Celui-là, Annie. Concernant la petite enfance, nous avons renforcé nos partenariats institutionnels, comme celui avec la CAF, dont je salue aussi la représentante ici présente, mais aussi avec les associations œuvrant dans le cadre de cette thématique. Le dossier
rénovation et d'extension de la crèche de Tiliou prend forme. Il s'est agi, dans l'élaboration de ce projet, de concilier les besoins recensés d'une structure multi-accueil de 30 places dans un espace, je regarde le maire de Pont-l'Abbé, particulièrement contraint, mais aussi, bien sûr, pour respecter une enveloppe financière acceptable par notre collectivité, au regard notamment des subventionnements attendus sur une telle opération. Nous sommes tombés d'accord sur une solution satisfaisante, et du coup, l'opération pourra être programmée dans les semaines qui viennent. Nous sommes là sur un budget autour de 800 000 €. Nous en avons profité pour évaluer plus précisément les besoins à l'échelle de l'ensemble de notre territoire. Et au regard de l'enquête que nous avons menée, il s'avère que nous aurons apporté des réponses à hauteur d'une vingtaine de places sur les versants ouest et est de notre communauté, les pistes étant l'une du côté du Dil et l'autre du côté de Combit. Pour ce qui relève de la coordination enfance-jeunesse, là aussi, le travail se structure. Avec nos amis du Haut, nous travaillons à la création d'un point information jeunesse, lequel répond à un véritable besoin pour les quelques 6500 jeunes de 15 à 25 ans répertoriés à l'échelle de ce périmètre intercommunautaire. À noter que ce travail est mené en étroite collaboration avec les établissements scolaires du second degré, ceci pour être au plus près de la cible, si je puis dire. Autre sujet qui intéresse les jeunes et les moins jeunes, nous envisageons à l'horizon 2020 la création d'une ludothèque communautaire. Autre dossier conséquent, et pas des moindres, c'est notre participation au titre du portage des repas à domicile à la construction d'une nouvelle unité centrale de cuisine en lieu et place de celle de l'Hôtel-Dieu, dont on sait qu'aujourd'hui, elle n'est vraiment plus adaptée aux exigences des besoins exprimés. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est un dossier très important sur lequel, avec les responsables de l'Hôtel-Dieu, mais aussi avec la ville de Pont-l'Abbé, nous travaillons depuis à peu près 2 ans. Là aussi, avec l'ensemble des partenaires concernés, nous sommes tombés d'accord sur le principe de mise en œuvre, et donc, croisons les doigts, nous allons entrer très rapidement dans la phase dite opérationnelle. La presse s'en est d'ailleurs fait largement écho. Je voudrais également évoquer 2 dossiers que l'on peut qualifier de transversaux, l'un en lien avec notre délégation sur les déchets et l'autre avec l'aménagement du territoire. Le premier a vu le jour en 2018 et a déjà pris toute sa dimension à notre échelle locale. Je veux bien sûr parler de la recyclerie, plus connue sous son appellation la petite boîte, et dont laquelle nous avons très fortement accompagné l'association à l'origine de cette initiative. La deuxième, c'est, j'allais dire enfin, quand je dis enfin, ce n'est pas monsieur le préfet qui me contredira, c'est la création d'une aire d'accueil permanente des gens du voyage, là encore en partenariat avec le Haut-Pays-Gaudin. Enfin, si j'ose dire, nous serons en règle avec les dispositions de la loi prévue en la matière. Je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement la municipalité de Pont-l'Abbé pour avoir permis, au titre de son PLU, l'intégration sur son territoire communal de cette opération, dont on connaît la grande sensibilité et les contraintes qui vont avec. Vous dire aussi que dans un tout autre domaine, qui est celui du traitement de nos déchets, nous sommes toujours dans l'optique d'une fusion avec les 2 autres unités de traitement sur le sud du département. Je veux bien sûr parler de Valcor et du CIDEPAC. Ceci, bien entendu, dans un souci de rationalisation et de mutualisation des moyens, mais aussi afin de réduire sensiblement le coût de la prestation à la tonne pour nos administrés. Philippe, on y arrivera.
En tous les cas, merci pour ton obstination et de bonne aloi. Autre point de satisfaction et celui-là a trait à la gestion de nos espaces naturels. C'est le succès grandissant remporté par notre politique de sensibilisation à l'environnement et à la découverte de la remarquable biodiversité de nos sites. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si nous avons été fléchés pour nous inscrire dans le projet européen de labellisation Ramsar, lequel répertorie les sites emblématiques en termes d'identification environnementale exceptionnelle, notamment sur les zones dites humides. Daniel, certainement, pourrait nous en dire plus. Il nous reste en tous les cas à croiser les doigts pour que cette labellisation nous soit accordée, ce qui serait évidemment un plus à tous les niveaux, notamment touristique, économique, pour notre territoire. Parlant de zones humides, et sans aucune relation de cause à effet, encore que. Cela m'amène à penser évidemment à la sécurisation de notre approvisionnement en eau brute et donc à celle de notre production en eau potable, sachant que probablement, de plus en plus, nous serons confrontés à des périodes de sécheresse. C'est pour cela que nous allons entamer des travaux en ce sens à hauteur de plus de 2 millions d'euros sur la réserve et construire également ce que l'on appelle une bâche tampon à proximité de l'usine de Bragal. Quelques mots sur nos équipements communautaires. Là aussi, la presse en est fait récemment écho. Le grand chantier en cours étant la réhabilitation et l'extension de notre siège communautaire. Une opération dont je précise une nouvelle fois qu'elle ne relève en rien d'aucune coquetterie de circonstances, mais bien d'une impérieuse nécessité à adapter nos locaux aux besoins générés, notamment dans le cadre de l'évolution grandissante de nos compétences. La première tranche, celle qui concerne la partie extension, devrait être livrée, si tout va bien, en septembre prochain. J'ajoute que dans le même état d'esprit, nous devons nous engager dans la réhabilitation de notre site dit Centre technique de Kériste. Autre réflexion à engager très rapidement, c'est, on en a parlé cet après-midi d'ailleurs, c'est le devenir de notre bâtiment de Kermaria, celui qui abrite actuellement les services de la OCD et qui, comme chacun le sait, n'est pas en très bon état. C'est le moins qu'on puisse dire. La piste qui vise à lui donner une vocation économique d'entrée de territoire est actuellement privilégiée. Mais elle reste à définir plus précisément quant à ses contours et ses destinations. Christine a aussi évoqué cet après-midi. Autre point de satisfaction pour ce qui est de l'année 2018, c'est l'envol réussi de notre office de tourisme communautaire. Et je salue là le personnel de cet office qui est présent, parce que Agnès ne pouvait pas être parmi nous, elle s'en excuse. Donc je les remercie vraiment pour leur travail. Nous sommes, je regarde Katia, donné 3 années pour consolider notre fonctionnement, mais je crois pouvoir affirmer que les fondations de cet établissement intercommunal sont d'ores et déjà très saines. Je crois aussi pouvoir dire sans prétention qu'une que les professionnels, comme nos visiteurs, y trouvent leur compte. Ce qui compte à mes yeux, il est plus important, je crois que tout le monde en convient. Parlant de tourisme, mais aussi plus largement d'attractivité de notre territoire, nous avons souhaité mener un travail co-construit sur la définition, mais aussi sur la complémentarité des sites et équipements dits d'intérêt communautaire. Une délégation ad hoc a d'ailleurs été mise en place dans le cadre de la commission de développement économique présidée par Christine Zaminaert, et j'en ai confié la vice-présidence, comme vous le savez, à Valérie Dréau, qui a ma très grande satisfaction, et je l'en remercie, s'est pleinement investie
dans cette mission. Pour autant, et vous vous êtes rendu compte, nous n'avons pas attendu que la réflexion soit menée à son terme pour nous positionner sur deux dossiers. Deux dossiers dont l'évidence de l'intérêt communautaire, voire plus, de l'intérêt structurant du territoire, ne peut souffrir d'aucune interprétation. Je veux bien sûr parler du projet du cinéma de Pont-l'Abbé, sur lequel, je le dis au passage, l'unanimité s'est faite sur l'ensemble de nos communes pour que la communauté apporte son soutien financier à cette opération. Sans compter, là encore, et c'est un exemple de coopération, que le Haut-Pays Gouda s'est lui aussi engagé dans cet accompagnement sous le sceau de la pertinence de la couverture territoriale de l'équipement. Le deuxième dossier sur lequel nous avons eu à nous prononcer, c'est sur notre prise de participation dans Aliotica, mais aussi sur notre participation financière au projet de modernisation et de développement de l'équipement, participation financière qui, soit dit au passage, conditionnait l'octroi des subventions émanant d'autres partenaires institutionnels. Là encore, aucune hésitation. Lorsque j'évoquais il y a un instant la notion de solidarité dans toutes ses acceptions, nous avons là l'exemple type de ce à quoi je faisais allusion. La commission de Valérie travaille actuellement à déterminer une grille de critères permettant ou non d'accompagner les projets repérés comme pouvant relever de l'intérêt à minima communautaire. C'est un travail nécessaire pour une approche en toute sérénité des dossiers à traiter, sachant, je le précise, qu'il y aura forcément un étalonnement dans le temps, cela va de soi. Outre les nécessaires travaux sur la chapelle de Tronoine, qui entreront sans tarder dans leur phase opérationnelle, il y a deux dossiers sur lesquels nous devrons nous prononcer, je l'espère, assez rapidement. J'entends par là celui de la conserverie Le Gall, ainsi que celui du musée de la préhistoire à Pama. Pour ce qui est du premier, nous sommes quasiment en position, voire totalement en possession de tous les éléments. Pour ce qui est du deuxième, on n'en est pas très loin non plus. Nous attendons les réponses au courrier que nous avons adressé à nos partenaires cofinanceurs afin d'être assurés de leur niveau d'intervention, tel que pour certains, ils ont déjà été affichés. Et cela au titre, bien évidemment, de leurs différents programmes. Je connais, Monsieur le Préfet, votre intérêt particulier pour ce dossier, et je sais pouvoir compter sur vous pour faire qu'il aboutisse. Parlant d'identité bigoudaine, et là encore une nouvelle fois avec nos collègues du Haut, nous avons lancé une réflexion sur l'opportunité de déposer un dossier de candidature auprès de l'UNESCO pour la reconnaissance de la coiffe bigoudaine. Je peux vous dire déjà que ce n'est vraiment pas une mince affaire, si j'en crois toutes les fourches codines par lesquelles il faut passer, sans compter tous les obstacles à surmonter, et il y en a certainement pour plusieurs années. De la même manière, mais dans un tout autre registre identitaire, nous nous sommes positionnés pour proposer la torche comme site olympique pouvant accueillir les épreuves de surf en 2024. Vous imaginez bien que la seule intention ne suffit pas et qu'il nous faut évidemment continuer et constituer plutôt un dossier complet de candidature. C'est ce à quoi nous allons nous y atteler dès maintenant avec l'ensemble des partenaires concernés, en lien très étroit avec notre député avec qui je discutais le jour. Si je la crois, je n'ai pas raison de ne pas la croire, a déjà engagé un fort travail de lobbying auprès, entre autres, de ses collègues parlementaires. Partant du principe que qui ne tente rien n'a rien, il est évident, ne serait-ce qu'en termes de crédibilité, mais aussi d'attractivité, il nous faut absolument y aller. Dernier sujet que je n'ai pas encore évoqué, et qui pourtant constitue la priorité des priorités que nous nous sommes donnés sur ce mandat.
Cela concerne évidemment nos politiques en matière de développement économique. Je ne vais pas une nouvelle fois rappeler la place importante de notre filière maritime sur notre secteur. C'est, je crois, j'en suis même certain, quelque part inscrit dans nos gènes. Je ne vais pas non plus rappeler l'engagement qui est le nôtre, aux côtés des professionnels de cette même filière, et ce au travers de nos politiques propres, mais aussi et surtout, ai-je envie de dire, par notre assiduité à participer aux instances décisionnelles, comme le syndicat mixte, pour ne citer que lui. Nous sommes évidemment vigilants, pour ne pas dire exigeants, pour que nos outils de débarquement soient modernisés pour garder leur compétitivité. Pour preuve, l'insistance que nous avons exprimée pour la criée du Guilvinec, pour qu'elle soit traitée en priorité et que les 10 millions de travaux programmés puissent être engagés le plus rapidement possible. Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui au Guilvinec, mais je voudrais rappeler de la manière la plus claire qui soit, et Christine Samuner ne me démentira pas, que nous sommes toujours collectivement convenus que ce port du Guilvinec était la tête de pont de notre économie maritime bigoudane, et qu'à ce titre, il méritait toute notre mobilisation pour lui garder sa place. Ceci ne veut pas dire que nous délaissions les autres places portuaires, étant aussi convenus que la complémentarité entre elles constitue un atout pour notre territoire. Cela a d'ailleurs été rappelé hier lors des vœux de Michael Kernes pour le syndicat mixte. Puis ce soir, on est aussi attentif à ce qui va se passer à Londres. La décision par rapport au Brexit dur, pas pris. C'est quand même dingue d'être tributaire de cette chose qui risque de mettre à mal ce pont important de notre économie locale. En tous les cas, croisons les doigts pour nos professionnels de la production maritime, mais pas que, parce que derrière, il y a des milliers d'emplois, que tout ça puisse se passer dans des conditions intelligentes et acceptables au niveau de tous ces partenaires européens. Un gros dossier qui nous tient aussi à cœur, car c'est un vrai pari sur l'avenir, c'est celui de l'approvisionnement en eau de mer de la zone de Toulcarbras, qui se trouve juste derrière, un aménagement estimé à hauteur de 2,8 millions d'euros, et pour lequel nous avons déjà obtenu de la région, à travers le contrat de pays, qu'elle sanctuarise un accompagnement financier à hauteur de 40%, et ce n'est pas rien. Nous allons, à cet effet, lancer dans les semaines qui viennent, je me tourne vers Madame le maire de Tréfégat, des terrains constituant la deuxième partie de la zone de Toulcarbras, à peu près 6600 mètres carrés, c'est ça non, 66 000 mètres carrés, je veux dire, pour être plus précis, ça ne ferait pas beaucoup avec 6 000, 66 000 mètres carrés. Et ce, dans l'optique de faciliter l'aménagement dont je faisais état à l'instant. Par ailleurs, au regard des demandes d'installation d'entreprises, il y en a beaucoup, il est urgent d'acquérir de nouveaux terrains pour permettre une offre suffisante et adaptée de nos zones d'activité. C'est un travail pas forcément facile, car ponctué par des négociations quelquefois difficiles, pour ne pas dire compliquées. Mais bon, il faut dans cela être à la fois convaincant et persévérant. Là encore, je me tourne vers Christine. Notre charme conjugué ne suffit toujours pas, mais on y arrivera. Cette priorité à l'économie, nous l'avons traduite en 2018 par le renforcement de notre service économique, car au-delà des dossiers que je viens de rappeler, ce sont d'autres actions qui sont aussi menées, comme celle qui consiste à accompagner les entreprises dans leurs projets, comme aussi celle du maillage de notre territoire par la création d'espaces de travail partagés, et il y en a bien d'autres d'actions, bien évidemment. Sans oublier non plus, et c'est extrêmement important, toute la démarche transversale et hautement stratégique que représente la couverture en haut et très haut débit
sur notre territoire. Une condition indispensable, pour ne pas dire vitale, pour l'attractivité économique de notre territoire, et pas que. Dès cette année, nous engageons la tranche 2 de la phase 1, c'est un peu compliqué, soit quelques 3300 prises pour une somme d'1 450 000 € à la charge de la communauté. Puis nous poursuivrons sur la phase 2 de 2020 à 2023, laquelle portera sur exactement 9 950 branchements, et ce pour un total de 4 500 000 €, toujours à la charge de notre communauté de communes. En parallèle, bien sûr, nous continuerons à regarder de près toutes les alternatives qui nous permettraient, ici et là, c'est vraiment bien loin d'être compliqué d'avoir simplement de pouvoir faire cette montée en débit, parce que quelquefois il y a des endroits où il n'y a vraiment pas de débit, quasiment pas. Bref, mes chers collègues, mes chers amis, je pourrais encore en dire beaucoup sur la somme de dossiers de tous ordres qui occupent très largement notre quotidien d'élus. J'en profite pour remercier les vice-présidents, mais aussi tous les élus qui prennent part à nos travaux pour leur implication exemplaire à faire avancer nos projets de territoire. Tout comme je me dois, de la manière la plus sincère et la plus objective qui soit, remercier vivement l'ensemble des agents de notre collectivité, particulièrement leur excellente chef d'orchestre, j'ai nommé Sandrine Bédard, notre directrice générale des services. Merci à toutes et à tous pour mettre vos compétences, j'allais dire votre expertise et surtout votre enthousiasme au service de toutes ces ambitions que nous portons ensemble pour le pays du Sud. Enfin, et parce que je l'ai indiqué en tout début de mon propos, et parce que nous sommes au Guilvinec, et qui plus est à une longueur de pont de Tréfiagat, je ne peux passer sous silence l'actualité du projet de port de plaisance, actualité évoquée par Jean-Luc et par Daniel à l'occasion de leur cérémonie de vœux respectifs. Je n'ai pas pour habitude de me défiler, mais vous savez très bien. Alors juste un mot sur ce sujet, si vous le voulez bien. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que je comprends parfaitement la déception qui est la vôtre quant à ce que, Jean-Luc, tu as toi-même annoncé, c'est-à-dire l'abandon du projet en l'état. L'autre motif de regret que je peux également comprendre, c'est le côté pour le moins tardif d'une vraie évaluation technico-économique, et plus d'évaluation, je parlerai d'une expertise contradictoire, digne de ce nom, que seul le syndicat mixte était à même de faire. Pourtant, au-delà de cette déception légitime, il faut y voir un côté positif. Le projet initial étant en grande partie techniquement à revoir et l'assurance d'en atteindre l'équilibre économique n'étant pas effective, notamment par l'évolution des pratiques en matière de plaisance, la solution la plus sage, et celle qui est dorénavant envisagée, se porte sur un projet alternatif, tu l'as évoqué l'autre jour, qui, j'en suis intimement persuadé, ne remet pas en cause l'ambition portée par les élus des deux communes. Les citoyens, vos électeurs, sont à même de comprendre cela. J'ai eu l'occasion de vous le dire de visu lorsque je vous ai rencontré pendant cet été. Sur ce projet alternatif, la communauté de communes prendra également sa part, à une hauteur qui sera déterminée, dès lors que le chiffrage effectif de l'opération sera calibré financièrement. Ce principe ne devrait pas être remis en cause, quels que soient les élus qui seront en place lors du prochain mandat. Du moins, c'est mon souhait. Je ne doute pas qu'il soit partagé par nos collègues ici présents. Lorsque, dans ton intervention, Jean-Luc, tu as dit regretter que le projet initial n'ait pas reçu le soutien des élus en charge du territoire. Et que, parlant d'échec, tu renvoyais chacun à sa responsabilité. J'ai évidemment bien compris le message subliminal.
Je répondrai simplement, sans animosité aucune, mais avec conviction qu'au contraire, il est tout à fait responsable que d'obtenir les réponses objectives à nos interrogations légitimes quant à la validité du projet et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Ces réponses, nous les avons obtenues. Ce n'est pas pour autant que l'objectif d'améliorer, loin de là, l'objectif d'améliorer les conditions d'accueil et de développement de la plaisance entre les rives du Guil et de Tréfia ait été remis en cause. Non, non. Les études qui ont été menées jusqu'ici auront au moins servi à cela. Alors ne restons pas sur une quelconque amertume. Surtout, gardons le sourire. Nous ne serons que plus sereins et tout aussi confiants en l'avenir de ce projet. Voilà, mes chers amis, c'est sur cette note d'optimisme que je veux ici très symboliquement clore mon propos. Et tout aussi symboliquement vous rappeler ce simple précepte que je fais vœu pour notre communauté de communes, celui de la solidarité. Bonne année et bonne santé à tous. Et surtout, je ne pouvais pas le faire ici, gardez la pêche. Je vous remercie.